Permettre l'accès au réseau de télécommunications et Internet sur toute l'étendue du territoire, faire du tout numérique dans l'administration publique, ce sont là entre autres les engagements du candidat Roch-Marc Christian Kaboré en 2015 dans le secteur de l'économie numérique. Qui d'autre que la ministre du Développement de l'économie numérique et des postes pour faire le point de ces engagements. Nous avons donc sur notre plateau Adja Fatimata Ouattara Sano. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci donc de nous rejoindre à Dialogue Citoyen, l'émission de suivi citoyen des engagements du président du FASO. Cette émission est organisée par la RTB en partenariat avec Diaconia, WaterAid et la CODEL. Ce n'est ni une interview ni un entretien, mais il revient aux citoyens d'interroger Madame la ministre ici présente. Vous avez plusieurs possibilités. Nous avons 2 citoyens en plateau qui passeront là à tour de rôle pour échanger, Madame la ministre, avec vous en direct. Et puis nous aurons entre ces 2 interventions des appels téléphoniques. Il sera possible de nous appeler au 20 40 79 03 ou encore poster des messages sur le hashtag présimètre.bf/dialogue citoyen. Comme je l'ai dit, mais avant, pour permettre donc à la technique de s'installer, nous aurons quelques 15 minutes d'entretien ici. Nous avons aussi le public qui est là, qui va vous suivre tout au long de cette émission. Et à la fin, nous allons leur demander de nous dire est-ce qu'il est convaincu par ce que vous avancez, ce que vous venez de dire donc pendant l'émission. Mais avant, Madame la ministre, nous venons de passer la période des fêtes, période où lorsque vous lancez un appel, vous êtes servi par votre correspondant n'est pas inaccessible, est plutôt inaccessible, ou bien lorsque vous lancez votre serveur, on vous dira serveur introuvable, SMS non parti. Et pendant ce temps, les opérateurs de télécommunications continuent d'emmagasiner de l'argent parce qu'on perd de l'argent malgré tout. Et selon les citoyens, on ne voit pas les autorités sévir à ce niveau-là. Ou du moins, les autorités sont complices avec les opérateurs de télécommunications sur la mauvaise qualité donc, des réseaux dans notre pays. Qu'est-ce que vous répondez? Merci beaucoup. Tout d'abord, bonne année. C'est le tout premier numéro de l'année. Bonne année. Absolument. Et très bonne année à tous les téléspectateurs. Je souhaite une très bonne santé à tous les Burkinabés. Et je souhaite que Dieu continue de bénir notre pays, qu'il étende sa miséricorde sur notre pays et qu'il facilite la cohésion sociale, qu'il facilite le vivre ensemble. C'est important en ces moments. Alors, pour répondre à votre question, c'est vrai qu'en période de fête, les gens veulent rester en contact avec leurs correspondants, souvent pour souhaiter les vœux les meilleurs ou en tout cas les bons souhaits. Et donc, du coup, il y a plein de communications en même temps et donc on constate beaucoup d'encombrement des réseaux, l'Internet qui n'est pas très accessible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement qui, selon le programme donc, du président, c'est que les communications électroniques, c'est un droit fondamental, tout comme l'accès à l'eau potable, tout comme l'accès à l'électricité. Alors le gouvernement s'est mis aux côtés des opérateurs pour construire les réseaux de communication électronique. Parce que dans notre pays, nous avons un véritable handicap, c'est que ce réseau de transport, de l'infrastructure numérique de base, on peut les comparer aux routes numériques. Et si nous sommes en train de construire des routes, ça crée des désagréments. Du coup, la circulation, le trafic est parfois perturbé. Donc aujourd'hui, nous sommes dans ce cas de figure. Le pays est en chantier en termes de construction d'infrastructures et donc il y a énormément de perturbations. C'est déplorable, mais c'est un passage obligé pour que nous puissions avoir de lendemain meilleur, pour que nous puissions avoir de
véritable qualité de communication électronique. C'est ce qui se passe en ce moment. Le pays est en chantier, donc en période de fête, il y a beaucoup plus de sollicitations du réseau des opérateurs de téléphonie. Donc là, malheureusement, peut-être dans une situation où on a toujours connu la mauvaise qualité, parce que ce n'est pas parce qu'on est en chantier qu'on le sent beaucoup plus, mais ça a toujours été le cas selon l'observation qu'on fait. Au départ, les infrastructures que nous utilisons, c'est des infrastructures qui ne sont pas très adaptées au haut débit. Maintenant, nous sommes en train de construire la fibre optique pour offrir une meilleure qualité. Et là, j'ai dit, le pays est en chantier et ça crée malheureusement des désagréments. Aux côtés, quand on dit que les autorités ne font rien, non, les autorités ont renforcé le mécanisme de sanction des opérateurs. Nous avons déjà pris la loi est passée en Conseil des ministres et en principe, à l'ouverture de la prochaine session, la loi devrait passer et le mécanisme de sanction a été revu, ça a été renforcé et aujourd'hui, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui est censée prendre donc ces sanctions à l'encontre des opérateurs, a vu son rôle renforcé et amélioré. Avant, c'est quand l'autorité constate des manquements, l'autorité doit doit informer déjà, doit constater les sanctions et il y a une mise en demeure qui est formulée à l'endroit des opérateurs et les opérateurs avaient 1 mois pour mettre en œuvre. Là, ce délai est rendu plus ou moins souple. L'autorité va voir en fonction de la sanction, des manquements, ça peut être au-delà d'1 mois ou moins d'1 mois. Et aujourd'hui, pour les obligations des opérateurs qui sont connues à l'avance, l'ARCEP peut prononcer des sanctions sans la mise en demeure. Donc, vous voyez, le pouvoir de sanction de l'ARCEP, ou en tout cas de l'administration, est amélioré et aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de flexibilité dans la prise de sanctions à l'encontre des opérateurs. Faut-il aussi avoir les moyens de contrôle, c'est-à-dire les appareils nécessaires pour savoir quelle est la qualité qu'on offre peut-être aux clients? Oui, vous savez, le numérique, c'est un secteur qui évolue et il faut s'adapter. Et c'est en cours, l'ARCEP a aujourd'hui les moyens de contrôle et l'insuffisance n'est pas à ce niveau. Parce que dans un passé récent, il faut se déplacer peut-être à 10-15 km pour peut-être essayer d'appeler aussi comme le client classique, alors que normalement, on devait avoir des appareils adaptés, capables de tracer la qualité du réseau qu'on offre. Aujourd'hui, ça se fait. Je pense que c'est à distance. On n'a pas besoin forcément de se déplacer pour constater les manquements au niveau des opérateurs ou bien quand c'est surtout l'Internet, on n'a pas forcément de se déplacer. Ça se fait en ligne et de façon permanente, 24 heures sur 24. Il y a des appareils de monitoring qui sont déployés de façon permanente. Donc, on n'a pas besoin, ça se constate de façon permanente et les sanctions peuvent être prises. Et je vous ai dit, dans la loi, le mécanisme de sanction a été vraiment renforcé et amélioré. D'accord, on va évoluer. Vous avez parlé de la fibre optique tout à l'heure. Ça a été lancé en 2017 à Gawa. C'est ça. Aujourd'hui, où en êtes-vous avec le projet? Alors, le projet a démarré et aujourd'hui, nous sommes environ à 480 km de fibre optique déjà réalisée. Et c'est un projet c'est une première phase de 2000 km. La réalisation est en cours. C'est des travaux de génie civil et ça prend du temps. Ça prend du temps et souvent il faut arriver à dédommager les populations riveraines. Ça traverse des champs pendant la saison hivernale. C'est difficile, mais cette année, nous avons continué quand même les travaux pendant la saison hivernale. Donc c'est souvent des champs que ça traverse, un réseau interurbain et la construction n'est pas aisée. Normalement, la fin des travaux est annoncée pour fin 2019. Ça, c'est la première étape. La première étape, les 2000 km. Alors qu'il est prévu, je crois, 8000 km à parcourir. Alors, le chef de l'État s'est engagé à construire le réseau national sans préciser de quantité. Mais les estimations aujourd'hui, pour bien mailler notre territoire, nous avons estimé à environ 10 000
km. Donc, il y a les 2000 km, mais il se trouve que les opérateurs privés aussi ont de la fibre optique. Et en dehors du projet Backbone, il y a le projet G-Cloud. Il y a une certaine quantité de fibre optique en cours de construction. Donc, l'un dans l'autre, nous pensons que d'ici 2020, parce qu'il s'est engagé jusqu'en 2020, d'ici 2020, on devrait pouvoir avoir une certaine quantité de fibre optique satisfaisante pour mailler le territoire national. Alors que 3 ans déjà consommés, on est à 400. 3 ans, on n'est pas à 400, on est à 400 dans le cadre du Backbone. Dans le cadre du G-Cloud, on est à environ 600 km. Et dans le cadre d'un autre projet, le PRICAO, on est à plus de 300 km déjà construits. Il y a aussi que les opérateurs de téléphonie continuent de construire donc, la fibre optique. Donc c'est une infrastructure qui va être mutualisée. C'est-à-dire les 10 000, en principe, c'est l'ensemble. Voilà, c'est une infrastructure qui est utilisée au niveau national. Et concrètement, ça va se passer comment? Ça veut dire que le particulier qui est chez lui peut se connecter directement à cette fibre, comme la DSL par exemple avec les fils de l'Onatel pour ne pas faire une publicité gratuite, ou bien comment ça se passe? Alors la fibre optique, c'est vraiment l'infrastructure de base. De façon imagée, j'ai dit, c'est comme les routes, c'est comme le réseau routier. Donc en principe, tout le monde va emprunter ces routes pour avoir de meilleures qualités de communication électronique, mais exploitables par les opérateurs. Ensuite, on aura une entreprise, un exploitant de capacité, parce que la fibre, c'est que l'infrastructure. Ensuite, c'est la capacité qui va être transportée dessus. On aura ça, l'étude est en cours pour le modèle de gestion, l'exploitation de cette infrastructure et aussi le modèle économique. Donc, en principe, on va recruter un exploitant pour exploiter, qui pourra vendre la capacité aux opérateurs. Donc, ça va être les opérateurs et les fournisseurs d'accès Internet. Et le client final va bénéficier donc des communications électroniques, soit avec les FAI ou avec les opérateurs, mais pas directement sur le réseau national de Backbone. Avant de revenir sur les questions de réseau de connexion, nous allons parler de la Poste. Fin novembre, le Conseil des ministres a autorisé le changement du nom Sonapos à la Poste du Burkina Faso. On sait qu'actuellement, c'est une entreprise, surtout avec ce tout numérique qui s'installe, qui va rencontrer des difficultés, sachant que le courrier classique n'est plus rentable, c'est-à-dire que l'habitude économique a changé. Avec de la concurrence, est-ce que c'est une société qui est vouée à disparaître ou bien comment s'adapter? Alors, la Poste du Burkina Faso, c'est une société performante qui a vraiment de beaux jours devant elle. La Poste a pu s'adapter au développement du numérique. Aujourd'hui, l'activité principale de la Poste n'est pas le courrier classique. La Poste a pu créer des services innovants et continue donc de créer des services innovants. Avant, vous voyez, il y avait les mandats qu'on envoyait par la Poste. Aujourd'hui, la Poste est en train de travailler sur un système de paiement mobile qui va un peu révolutionner, qui va un peu remplacer les mandats. C'est-à-dire indépendamment, sans faire la publicité, ça va au-delà des paiements mobiles que les opérateurs de téléphonie ont déjà déployés. Donc, ça va être indépendamment du réseau de téléphonie. Et plein d'autres. Aujourd'hui, vous avez les boîtes postales physiques. La Poste est en train de mettre en place des boîtes postales, je dirais, digitales, où on n'a pas besoin d'avoir une clé, mais on va avoir une adresse et quand on a un courrier, il y a un SMS qui avertit le client qu'il y a un courrier, donc il peut se présenter à un bureau de poste pour collecter. C'est-à-dire que la Poste a vraiment de beaux jours devant elle parce qu'elle a su s'adapter au développement donc, du numérique. Il y a plein de services innovants et la Poste est en train de se positionner résolument pour faire du e-commerce dans notre pays, permettre aux fournisseurs. Pendant ce temps, nous allons inviter M. Michel Bonkongo à s'installer parce qu'il va prendre le relais tout à l'heure pour échanger avec vous. Madame la ministre, vous terminez. La Poste a vraiment de bons jours devant elle. Et puis, c'est un secteur aujourd'hui qui fait 25 milliards de chiffre d'affaires. C'est 8 milliards de salaires distribués. C'est une contribution fiscale d'environ 7 milliards au budget de l'État. Donc, la Poste a vraiment de beaux jours devant elle. Et les autorités ont de grandes ambitions pour la Poste. Nous travaillons à la mise en œuvre
au plus tard en fin 2020 de la banque postale qui va utiliser le réseau postal que possède déjà la Poste du Burkina Faso. Donc c'est vraiment un secteur prospère qui a vraiment de beaux jours. Monsieur Michel Bonkongo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'association des blogueurs du Burkina. Okay. Et vous êtes là pour échanger avec Madame la ministre sur l'accès au réseau de télécommunications, Internet, et puis parler de la question de la promotion des startups. Vous avez la parole. Ok, merci. Bonsoir Madame la ministre. Merci de l'occasion qui m'est donnée. Mais d'abord, ma question concerne d'abord l'interconnexion de l'administration publique sur le réseau national. Parce que le président, son Excellence, avait promis dans son programme qu'il allait interconnecter toute l'administration. Voilà, ok. Dans le haut débit Internet. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des fonctionnaires du pays réel pour un simple acte administratif qui sont obligés de venir à Ouagadougou. Je prends l'exemple de l'édition d'un bulletin de salaire. Et voilà, venir à Ouagadougou, ils sont obligés de payer les transports, de payer le logement et s'entendre dire qu'il n'y a pas la connexion. Vous semblez être déjà dans l'élément du docteur Sylvestre, mais allez-y. Ok, on s'est bien compris sur ce plan. D'accord. Ok, voilà. Donc, qui oblige, pour s'entendre dire qu'il n'y a pas la connexion. Voilà. Donc, ma question, ou bien mes questions, c'est est-ce que les problèmes d'interconnexion de l'administration au réseau Résina, est-ce que ça a été mal identifié? Si ça a été bien identifié, pourquoi ce n'est pas mis en œuvre, ou bien ça a été mal mis en œuvre, ou bien c'est des problèmes de ressources humaines, ou bien des ressources financières qui fait qu'aujourd'hui, on continue de traîner dans ce problème-là, parce que c'est tout ceci qui participe à renchérir le coût de la vie pour le pauvre fonctionnaire burkinabé. Voilà, et qui provoque tout le... La question, parce que vous n'avez que 10 minutes, donc si vous commentez... Non, je ne commente pas, j'ai dit seulement où on en a, où le gouvernement en est-il avec cette histoire de l'interconnexion de l'administration publique. Alors, je peux vous dire que l'interconnexion est en cours. C'est en cours, c'est en train d'être réalisé dans le cadre de plusieurs projets. Tout à l'heure, je parlais du projet cloud gouvernemental. Et dans le cadre de ce projet, il est prévu un certain nombre d'interconnexions de bâtiments administratifs. C'est en cours. Un certain nombre de bâtiments ont été déjà enrôlés, interconnectés. Et dans le cadre aussi du projet d'appui au développement des TIC, c'est un projet de déploiement de satellites, parce que la fibre optique coûte cher. Donc, on a fait un mix, une partie fibre optique, une partie réseau satellitaire. Et dans le cadre de ce projet, un certain nombre de localités aussi sont en train d'être interconnectées. Le souci, c'est qu'on a accusé un grand retard dans la réalisation de l'infrastructure de base. Donc, aujourd'hui, nous payons le fait d'accumuler ce retard. Et l'infrastructure qui est en train d'être déployée prend du temps. C'est ça. Sinon, ce projet est en train d'être réalisé et c'est essentiel. Le numérique doit être source d'économie. Et c'est ça, le président du Faso a vu juste et il a dit dans son programme qu'il va travailler pour le numérique par défaut dans l'administration. Ce que vous avez relevé, le fait que les fonctionnaires se déplacent pour venir dans la capitale pour juste collecter leur bulletin de salaire n'est pas acceptable. Et au niveau de la fonction publique, il y a déjà des plateformes, des applications, de petites applications qui ont été développées pour leur permettre de consulter en ligne, de consulter leur état d'avancement en ligne. Maintenant, il se pose le problème de disponibilité du réseau, mais c'est en train d'être pris en charge dans le cadre de plusieurs projets. Il y a le projet d'appui, comme j'ai dit, au développement des TIC, c'est un projet de développement satellitaire. Il y a aussi, dans le cadre du déploiement du G-Cloud, il y a le fameux projet Backbone national aussi qui va permettre donc d'interconnecter les bâtiments administratifs, les directions régionales dans les chefs-lieux de région, dans les chefs-lieux de province et les communes. Donc c'est en cours, ça prend du temps, sinon c'est en cours. Et nous avons même voulu, lors de la fête nationale à Manga, inaugurer, parce qu'à Manga, les bâtiments ont été interconnectés et aujourd'hui, on a de la fibre de Manga jusqu'à Ouagadougou. Donc, en principe, un fonctionnaire qui est à Manga travaille comme s'il est dans le réseau de l'administration, il travaille comme s'il est à Ouagadougou.
parce que c'est du haut débit, c'est de la fibre optique qui offre de grandes capacités de connexion. Et c'est ça qui va se faire pour les autres communes. Ça va prendre du temps, mais c'est en train de se faire. Et le président s'est engagé jusqu'en 2020. Et je dirais rendez-vous en 2020, vous allez voir qu'on aurait fait de grands pas en termes d'interconnexion des bâtiments administratifs de l'État. Donc, ce n'est pas demain la fin de la souffrance des fonctionnaires. OK. Ma deuxième question concerne le pôle technologique. Est-ce que Madame la ministre peut nous expliquer en français facile qu'est-ce que le pôle technologique, qu'est-ce que ça apporte aux citoyens lambda? Et jusqu'à aujourd'hui, quel est le niveau de réalisation? Vous voulez parler du technopôle? Oui, technopôle. Le technopôle. Alors, en langage simple, en français facile, le technopôle, c'est un espace technologique où on va mettre vraiment un environnement propice au développement des télécommunications. Donc, on va mettre une meilleure connectivité, on va assurer l'énergie et on va inviter des constructeurs de grandes entreprises à s'installer, à faire, par exemple, de montage de téléphones, des grandes écoles qui vont former de la main-d'œuvre. En tout cas, un espace pour inciter la créativité et l'innovation. Donc, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va permettre, par exemple, qu'on ait une masse critique d'experts dans notre pays. C'est ce qu'a fait aussi les grands pays comme l'Inde pour pouvoir avoir une masse critique d'experts. Le Burkina Faso, c'est un pays au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons une position stratégique, un hub naturel. Et si on a un pôle, un technopôle, de grandes entreprises peuvent s'installer pour inonder le marché de leurs produits, mais aussi le marché sous-régional. Donc, c'est un instrument stratégique et très, très important. Maintenant, où on en est, il se trouve que nous avions un terrain à couvrir. Et le processus d'attribution de la parcelle n'a pas suivi. Quand on s'est rendu en 2017 pour l'occupation donc du terrain, parce que l'étude de faisabilité du technopôle avait déjà été réalisée, nous voulions aller de l'avant. Il se trouve que la parcelle avait été réattribuée à des promoteurs immobiliers et à des particuliers. Nous n'avions pas les ressources pour dédommager. Donc, nous avons demandé au ministère de l'Enseignement supérieur, parce que dans le cadre de l'université à Ouaga 2, ils ont un espace de 400 hectares. Nous avons sollicité 80 hectares qui a été attribué et pour courant 2019, nous n'allons pas refaire l'étude de faisabilité, mais nous allons faire un schéma d'aménagement du technopôle et la vision a changé. On avait prévu, il nous fallait 25 milliards pour réaliser le technopôle. Chaque année, peut-être pendant 5-6 ans, ça a été prévu dans le programme d'activité du ministère pour réaliser le technopôle. Et on n'a jamais pu collecter les 25 milliards. Donc on programme, on n'arrive pas à réaliser, on reprogramme l'année suivante. Alors cette année, on s'est dit, nous allons changer de stratégie. Nous maintenons le technopôle, mais nous allons faire le schéma d'aménagement et nous allons voir avec un promoteur privé pour construire, parce que c'est une infrastructure rentable et c'est des privés qui vont à la limite occuper le technopôle. Donc nous avons changé, c'est juste le schéma d'aménagement que nous allons faire et nous allons rentrer en contrat avec un promoteur privé pour la construction du technopôle, qui est une infrastructure stratégique. En partenariat public-privé. En partenariat public-privé, bien sûr, parce que le terrain nous appartient à l'État. Bon, c'est un des éléments du technopôle, c'est-à-dire que c'est l'accès, par exemple... Alors qu'on a un souci avec notre moniteur, j'interpelle la technique, allez-y. OK. C'est l'accès aux œuvres universitaires, à la connaissance, par exemple pour les universités, pour les élèves et les étudiants. Malheureusement, à vous suivre, c'est que ce n'est pas demain que ces choses-là vont se mettre en place. Donc, nous, notre souci, c'est de savoir, est-ce que le gouvernement n'aurait pas pu négocier un accès plus facile pour les étudiants et les élèves aux connaissances livresques sur Internet à moindre coût ou bien gratuitement. Parce que, par exemple, aujourd'hui, si vous prenez, il y a des opérateurs, par exemple, qui vous donnent un accès à Facebook gratuitement. Est-ce que pour des étudiants, on ne pouvait pas donner accès, par exemple, à Wikipédia pour ne pas faire de la publicité pour les étudiants et les élèves, en attendant que le fameux technopôle se mette en place et les permettre au moins de commencer un certain start-up, bon,
local ou bien en miniature que de rester là à attendre quelque chose qui va mettre plus de temps. Parce que vous avez dit 2019. 2019, après 2019, on est en 2020, c'est la campagne. Ce n'est pas sûr qu'on se souvienne encore de ces grands projets-là. Alors, à vous suivre, vous avez parlé de Wikipédia. À vous suivre, on n'a pas forcément besoin d'avoir accès à l'Internet pour avoir accès à Wikipédia. D'accord? C'est-à-dire que dans le réseau local de l'université, on peut mettre Wikipédia pour que les étudiants accèdent. Et plein de documentation, plein de connaissances, on peut mettre en local et le réseau local de l'université va permettre aux étudiants d'avoir accès. Donc, on n'a pas forcément besoin d'Internet. Ensuite, vous avez parlé du fait que les opérateurs font des forfaits d'accès à Facebook. C'est vrai que sur un plateau télé, mais c'est mauvais. C'est mauvais parce que c'est pas réel qu'ils apprennent réellement de Facebook. Souvent, ils passent beaucoup plus de temps sur Facebook. Ça les divertit, ça les éloigne de ce qu'ils doivent apprendre. D'accord? Donc, si c'est pour l'apprentissage, on n'a pas forcément besoin d'Internet. On a quand même besoin d'un réseau où on peut avoir accès à la documentation. Ils ont besoin, par exemple, d'une bibliothèque virtuelle, d'une bibliothèque en ligne, où ils ont seulement accès, par exemple, à la bibliothèque, aux connaissances, aux documents qui sont à leur disposition, pas forcément sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les étudiants sont un peu focalisés sur l'accès à Internet. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Sinon, Wikipédia, j'ai cru, en tout cas dans un passé récent, je me demande si aujourd'hui, ce n'est même pas toujours accessible. Wikipédia doit être disponible à l'université. Sauf erreur de ma part, à vérifier, sauf erreur de ma part, excusez-moi, Wikipédia doit être déjà. Sinon, c'est pas, nous avons, comment on appelle, le point d'échange Internet construit par le gouvernement. C'est des outils que nous pouvons rapidement déployer pour les étudiants. Et aussi, il se trouve que nous avons le cloud gouvernemental. Ça, c'est des outils rapidement que nous pouvons déployer pour les étudiants. Mais quand cela ne tient, nous sommes en train de travailler sur la connectivité dans les universités, l'accès à Internet dans les universités. Il y a eu une première expérience qui n'a pas très bien fonctionné. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur des conditions, en tout cas les moyens, pour que les étudiants puissent avoir en permanence accès à Internet et qu'ils puissent utiliser vraiment voilà, pour améliorer leurs études. Il se trouve que la Banque mondiale même soutient donc les universités dans le cadre d'accès à Internet, dans le cadre du projet WACREN. Et aujourd'hui, l'université a la capacité Internet. Au Ghana, il se pose un problème d'acheminement de cette capacité dans les universités. Donc, acheminement et ensuite redistribution de la connexion dans les universités. C'est ce problème qui se pose et ça nous interpelle. C'est encore le manque d'infrastructures qui fait qu'aujourd'hui, on en est là. Okay. Madame la ministre, vous ne m'avez pas compris. Je n'encourage pas l'accès gratuit. Votre temps est épuisé, M. Michel Bonkongo. Il me reste 2 minutes. Malheureusement, avec la réponse de Madame la ministre, vous avez bouffé votre temps, mais allez-y, dernière question. Ok, dernière question. Je voulais dire que je n'encourage pas l'accès forfait à Facebook. Au contraire, je suis contre. Mais je demandais si on ne pouvait pas négocier pour Wikipédia. Dans votre réponse, Wikipédia est accessible à l'université pour quelques étudiants. Sinon, le reste, c'est un conflit même pour avoir accès aux salles informatiques pour des milliers d'étudiants. Je dis, si c'était gratuit, par exemple, sur leur téléphone et autres, ils pourraient avoir accès. Ma dernière question, c'est le coût, en fait, d'Internet, puis d'accès au réseau au Burkina Faso. En fait, on connaît la réponse, c'est-à-dire que c'est un milieu libéral, mais ce que moi je me demandais, est-ce que réellement, sans langue de bois, le gouvernement a un moyen de pression sur ces 3 compagnies de téléphonie-là, puisqu'on sait qu'ils sont pourvoyeurs de taxes et d'impôts? Est-ce que le gouvernement réellement peut faire pression sur ces gens-là pour qu'ils puissent cesser de voler quand même les citoyens lambda que nous sommes? Parce que finalement, c'est nous qui payons le coût. Alors, le gouvernement a un moyen de pression. C'est le gouvernement qui attribue les licences. Et aujourd'hui, nous sommes dans le processus d'attribution des licences technologiquement neutres avec des exigences de cahier de charge. Et l'autre, vous avez répondu dans votre question en disant que c'est un secteur régulé. Et c'est un secteur qui est ouvert à la concurrence. Donc, les prix sont souvent dictés
par la concurrence. Mais il y a d'autres facteurs aussi qui rentrent dans la composition des coûts des communications. On est un pays enclavé, c'est vrai, il y a les taxes, ensuite il y a des redevances, il y a les coûts des licences et il y a les infrastructures qu'eux aussi ils déploient qui doivent rentabiliser. Ils ont du personnel aussi qui doivent payer. Mais c'est un secteur qui est soumis à la régulation. On a une autorité de régulation des communications électroniques qui gère le secteur et, j'ai dit, c'est ouvert à la concurrence. Et aussi, il y a le processus d'attribution des licences. Maintenant, nous sommes dans le processus d'attribution des licences neutres et le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour permettre aux opérateurs d'accueillir ces licences et d'offrir des communications de prix en tout cas acceptable aux consommateurs. Et l'autre chose, c'est que le gouvernement s'est mis à construire le réseau national. Il appartenait aux opérateurs de construire ce réseau. Mais le gouvernement a investi pour faire baisser les coûts, pour que ces communications soient vraiment accessibles. Maintenant, le pays est en chantier. Le pays est en chantier, il y a des désagréments. Mais dans un futur proche, nous allons avoir une meilleure qualité de communication et les coûts vont baisser. Si vous remarquez, il y a un an, on n'avait pas ces mêmes coûts. Surtout l'Internet, vous voyez, le coût du méga a quand même chuté. Et dans le processus d'attribution des licences 3G, le gouvernement a cédé à moindre coût. Si vous ne vous souvenez pas, c'est 1,5 milliard seulement. Le gouvernement a donné pour permettre aux opérateurs de déployer l'Internet mobile et pour que les coûts soient moindres, que les consommateurs, les Burkinabés aient accès à l'Internet mobile. Alors, on va inviter M. Michel Bonkongo à rejoindre sa place. Pendant qu'on me dise qu'est-ce qu'on prend, Madame la ministre, la 4G devrait être en test ou bien, voilà, où en est-on? Alors, la 4G est en test et je parlais du processus d'attribution des licences neutres, donc notamment la 4G. Ça dit aujourd'hui, les recommandations de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, c'est d'attribuer des licences neutres. Et en fonction des localités et en fonction des besoins, on déploie la capacité qu'il faut. Donc, ça peut être la 3G, ça peut être la 4G et la 5G, c'est pour très bientôt. Donc, c'est en cours. Le Conseil des ministres a déjà adopté les décrets d'attribution et je pense que courant janvier 2019, on devrait avoir les souscriptions pour des licences neutres. Sinon, la 4G est déjà en test. Ceux qui étaient à Manga ont pu tester gratuitement la 4G qui est déjà déployée et c'est déjà déployé dans d'autres pays. Sauf qu'on n'avait pas senti trop de différence parce que j'y étais quelques heures, mais on n'a pas senti trop de différence entre la 4G et la 3G. Alors, il y a une question sur la plateforme qu'on va prendre ensemble. Voilà. Sentiment vous anime Madame le ministre, quel sentiment vous anime lorsqu'on vous rappelle que dans certaines localités du Burkina, malgré la présence de 3 sociétés de téléphonie mobile, avoir le réseau pour communiquer est un luxe? Qu'est-ce qui est fait justement pour améliorer la qualité et l'accès à Internet? Oui, c'est vraiment déplorable quand on se retrouve dans une localité et qu'on n'arrive pas à passer un simple coup de fil ou qu'on n'arrive pas à charger une page web. Et je l'ai dit tantôt, le président du FASO a dit que les communications électroniques, c'est un droit fondamental. C'est pour ça que l'État investit dans la construction du réseau national pour que ces communications soient accessibles à tous les Burkinabés. Et aussi, nous travaillons donc avec les opérateurs, nous avons facilité le processus d'attribution des licences et il y a un certain nombre d'outils stratégiques dans lesquels le gouvernement a investi. C'est le point d'atterrissement virtuel. Nous sommes un pays enclavé, nous sommes loin des côtes maritimes aujourd'hui. C'est-à-dire même la voie, ça passe aussi par l'Internet avec la technologie qui a évolué. Donc le gouvernement a investi pour amener la capacité, l'Internet, la bande passante virtuellement au Burkina et permettre aux opérateurs d'acquérir ça sans payer le coût des transports qui renchérissait les coûts. Et donc tout ça devrait permettre à faire en sorte que ces communications électroniques soient accessibles. On n'est pas... et l'autre, c'est vraiment parce que le pays est en chantier
Et c'est vrai que c'est une activité, les opérateurs sont privés, ils investissent souvent dans les zones où l'activité est plus ou moins rentable. Et dans les villages les plus reculés, où il y a moins de clients, ils investissent moins. Mais l'État a l'engagement d'investir sur toute l'étendue du territoire. C'est ça, avec un cahier de charges dont la mise en œuvre est graduelle. On a des exigences plus fortes dans les villes, un peu moins dans les localités où il y a moins de clients. Mais il se trouve qu'il y a aussi le fonds du service universel pour permettre donc à l'État de pouvoir investir dans ces zones. Et jusqu'à un passé récent, le fonds du service universel dans notre pays, c'est vrai, n'était pas opérationnel, mais je pense fin 2000 ou août 2017, on a adopté une stratégie pour opérationnaliser le fonds du service universel et avec ce fonds, la couverture réseau est en train d'être réalisée dans un certain nombre de localités un peu reculées. Donc ça va améliorer la connectivité dans notre pays. Et avec les licences technologiquement neutres que nous sommes en train d'attribuer, on n'aura qu'un seul cahier de charges, donc facile à contrôler. Aujourd'hui, on a au moins 3 cahiers de charges. Nous avons un cahier de charges pour la 2G, c'est-à-dire pour la voix. Nous avons un cahier de charges pour le téléphone fixe. Nous avons un cahier de charges pour la 3G. Donc, le suivi est difficile. Et là, avec les licences neutres, on aura un seul cahier de charges et le suivi va être facile. Donc, avec ça, on pourra mieux contrôler la couverture réseau des opérateurs. Une autre question sur la plateforme qu'on va découvrir ensemble. Abdoulaye Ouedraogo de la boucle de Mouhoun. À l'heure où la dématérialisation des supports s'impose à tous, quel dispositif l'État burkinabé dispose-t-il pour l'archivage informatique de la mémoire administrative et pour la sécurisation de telles données? On se rappelle comme si c'était hier l'incendie de la Bibliothèque nationale. Oui, c'est réel et il y a un vaste chantier en termes de dématérialisation. C'est un grand défi. Et ça commence par la réalisation d'infrastructures. C'est pour ça que le gouvernement a réalisé déjà le cloud, qui va être un vrai data center pour héberger déjà les archives, le courrier, en tout cas toute la papyrasserie, la documentation donc, de l'administration. Ensuite, on a des logiciels intégrés de gestion de courrier de bout en bout, qui fait que, bon, aujourd'hui, c'est en cours de déploiement et il faut que la construction du réseau puisse suivre pour qu'on puisse avoir vraiment la mémoire, puisse garder une vraie mémoire de l'administration. L'autre chose, c'est le courrier électronique. Aujourd'hui, nous avons créé des courriers pour le poste, pas forcément rattaché à l'individu. Aujourd'hui, je suis MDNP, donc si j'utilise mon compte, demain, celui qui va me remplacer, en fait, continue d'utiliser pour que la mémoire reste construite. Et ce processus est en cours. En principe, on devait avoir vraiment une vraie mémoire de l'administration. La Bibliothèque nationale qui a brûlé, c'est vraiment dommage. Et donc, le numérique devait éviter. Maintenant, pourquoi, en fait, nous passons du numérique? Tous ces documents, en réalité, ont été en version numérique, imprimé en support papier parce qu'on n'a pas le réseau pour échanger les documents. Si on avait un bon réseau, on n'a pas besoin de prendre les documents numériques, de les transformer en format physique et ensuite vouloir les dématérialiser. Donc si on a un bon réseau, on n'a pas besoin d'imprimer. Et c'est ce réseau que nous sommes en train de construire et ce sont ces plateformes que nous sommes en train de déployer. Et donc du coup, on va avoir une vraie mémoire de l'administration. On ne va pas passer de la version numérique à la version papier. Physique. Une autre question sur la plateforme que nous allons découvrir ensemble. Bassirou du Centre. Bonsoir, Madame la Ministre. Pourquoi l'ANPETIC, l'Agence nationale de promotion d'éthique, qui est une structure de l'État, offre des prestations de services dans l'administration publique pendant que des entreprises privées existent et offrent ces mêmes services? N'est-ce pas de la concurrence déloyale? Concurrence déloyale, l'ANPETIC est un EPE. Et dans notre pays, les EPE sont amenés à faire des recettes. Et l'ANPETIC, c'est le bras technique de l'administration. Il y a un certain nombre de prestations de l'administration qu'il est bon. Il est bon en termes de souveraineté numérique, pour garder même la confidentialité des données, que ce soit un service de l'administration qui règle. Je ne pense pas que l'ANPETIC offre des services au privé. C'est vraiment dans le cadre de l'administration, mais il n'est pas interdit. D'autres
prestataires privés offrent aussi des services dans l'administration. Est-ce qu'il n'y a pas risque de monopole? Il n'y a pas risque de monopole du tout parce que l'administration n'est pas fermée et l'ANPETIC n'offre pas toutes sortes de services l'administration. Donc il y a encore des secteurs, par exemple la construction de la fibre, l'ANPETIC suit. L'ANPETIC ne fait pas la pose de la fibre optique, même si l'ANPETIC assure par exemple la maintenance de la fibre optique. Alors vous avez parlé, je ne sais pas qu'est-ce qui va suivre, mais vous avez parlé tout à l'heure de ces documents qu'on numérise. Est-ce qu'il n'y a pas risque? Est-ce qu'il y a... On me signale qu'il y a un appel en ligne des États-Unis. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Donc, j'ai deux questions. Déjà, je remercie Madame la ministre, en tout cas, pour l'ensemble des efforts qu'elle est en train de faire. Je vois vraiment, je la remercie parce que c'est une dame qui connaît bien le secteur et tout ce qu'elle est en train de faire, vraiment, je la remercie pour ça. Donc, j'ai en réalité deux questions. La première question, c'est sur le fichier d'identification unique ou bien un truc comme ça. J'ai pas bien actuellement le nom, mais c'est ce que j'ai cru comprendre, un fichier d'identification unique. Je voudrais savoir, je voudrais demander à Madame la ministre si ce projet, qui est vraiment un projet ambitieux, un projet coûteux, un projet à très grand risque parce que c'est des données de millions et de millions de Burkinabés qu'on va devoir stocker. Donc, je voudrais savoir si ce projet sera donné uniquement à des sociétés burkinabées ou bien ce projet sera mis en place par des sociétés extérieures. Ma question, c'est vraiment sur la sensibilité des données. Ça, c'est la première question. Et ma deuxième question, c'est concernant, comment ça s'appelle, l'organisation de tous les trucs, comment on appelle ça déjà, disons, l'organisation des concours, que ce soit le Génie Tech, la Semaine nationale de l'Internet et tout ça, je constate que l'État investit beaucoup d'argent. L'État investit beaucoup d'argent, que ce soit au niveau des prix que les lauréats arrivent à avoir, ou que ce soit au niveau de l'organisation, même l'État investit beaucoup d'argent. Et ce que je constate, c'est qu'au finish, les lauréats qui arrivent à gagner ces prix-là, ces projets-là, on ne les voit plus. On ne voit plus ces projets-là. Ces projets-là ne bénéficient plus à la population burkinabé. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a vraiment des suivis pour accompagner ces startups-là, pour accompagner ces entreprises-là qui ont des projets innovants, qui arrivent à gagner des prix, mais qui, à la fin d'avoir gagné le prix, n'arrivent pas à mettre en place ces projets-là. Donc, c'est en réalité mes deux questions. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous, M. Omar Salif. Il nous appelait des États-Unis avec deux questions. La première, d'abord, sur les données. Oui. Alors, sa question sur l'identifiant unique, il disait déjà qu'il veut mieux comprendre. En fait, l'identifiant unique, le chef de l'État l'a voulu pour arriver à identifier de façon unique chaque Burkinabé. Et pas seulement les Burkinabés, même les itinérants qui viennent dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons une multitude de documents d'identité et il faut souvent avoir soit un âge ou bien être dans une position pour bénéficier, pour avoir l'identifiant. À la naissance, c'est vrai que si on a un acte de naissance, on a un numéro. Ensuite, le document d'identité, la carte nationale d'identité, on a un numéro. Le passeport, on a un numéro. Si on travaille de la sécurité sociale, on a un numéro de téléphone, un numéro de carte grise, ça fait beaucoup de numéros. Et ces numéros ne sont pas permanents. Il faut être dans une position pour avoir ces numéros. Ensuite, il se trouve que quand les étrangers viennent dans notre pays, ils peuvent utiliser plusieurs
documents d'identification. Donc, ce n'est pas évident de pouvoir transcender, de pouvoir retrouver que telle personne est rentrée plusieurs fois dans notre pays. Ensuite, il y a les recensements qu'on fait périodiquement, il y a les listes électorales qu'on révise et tout. Donc, il est important de pouvoir identifier de façon unique, de la naissance jusqu'à la distribution. Et c'est ça l'identifiant unique que le chef de l'État a voulu. C'est important, ça sécurise le pays, ça sécurise les données. Et c'est un... Qui l'exécute? C'est la question que... Alors, qui l'exécute? C'est un projet. Ce qu'on a fait courant 2018, on a fait déjà un atelier national pour que tous les acteurs conviennent de ce qui va être l'identifiant unique dans notre pays. Ensuite, la mise en œuvre, c'est vrai, il faut, après l'atelier de 2018, on a adopté une feuille de route. Il faut une étude plus affinée pour le déploiement donc, de l'identifiant unique. Alors, ce que nous allons faire, nous nous sommes engagés à créer un projet qui s'appelle Identifiant unique dans l'administration et nous allons constituer un groupe de travail d'ingénieurs burkinabés pour déjà élaborer la partie application, c'est-à-dire la plateforme numérique. Ça va être fait par des ingénieurs burkinabés. C'est cette orientation que nous avons, indépendamment de l'étude affinée qui va être réalisée. Mais la plateforme technique va être réalisée par des ingénieurs burkinabés. Parce que quand on a essayé de déchiffrer un peu, on a vu que c'est un projet qui va nous coûter extrêmement cher, mais on a les compétences en local pour réaliser l'identifiant unique. Donc, ça va être réalisé en local. Dieu merci, on a un cloud gouvernemental, ça va être hébergé déjà là-bas. Ce n'est pas seulement le cloud, ensuite, parce que ça va être sur toute l'étendue du territoire. Certainement, l'étude va nous dire quel dispositif, quel matériel, quelle infrastructure il faut déployer à l'échelle nationale pour que l'identifiant unique soit une réalité. Donc, on peut l'assurer. Bien sûr, on n'est pas fermé, on souhaite bénéficier de l'expertise extérieure. Il y a des pays qui ont réussi. Il y a l'Inde qui est souvent citée, il y a l'Estonie qui est souvent, l'exemple de l'Estonie qui a souvent été cité. Donc, nous n'allons pas nous enfermer, même si nous avons l'expertise, nous allons nous ouvrir pour apprendre des autres, pour pouvoir avoir un bon projet très sécure pour notre pays. Les startups que vous récompensez, est-ce qu'il y a un suivi? Alors, les startups que nous récompensons, il y a un suivi. Il y a un suivi. Après les concours, ils sont confiés à des mentors pour peaufiner leurs inventions, leur créativité. Et ensuite, ils sont confiés à des incubateurs. C'est vrai, aujourd'hui, l'administration n'en a pas. Et dans le cadre du projet e-Burkina, il est prévu de recruter 2 incubateurs. Ce n'est pas assez, mais c'est déjà pour commencer, un à Ouaga, un à Bobo-Dioulasso, pour continuer à incuber, à aider, à peaufiner les produits et les aider, s'ils le souhaitent, vraiment à se constituer en véritable entreprise. Sinon, il y a une collaboration avec la maison de l'entreprise et il y a aussi d'autres partenaires privés en fait qui les accompagnent. Mais on fait de notre mieux. Le processus est en cours. Les concours, ça a commencé déjà en 2015, donc on est à la 4e édition. Il y a quelques insuffisances, oui, c'est pour ça que nous, dans le cadre du e-Burkina, nous recrutons des incubateurs pour déjà les accompagner à peaufiner et à les aider à se constituer en véritable entreprise. Mais il y a d'autres partenaires privés aussi qui les accompagnent. Mais on leur donne aussi des prix pour les aider déjà à se constituer en entreprise. Alors, on va prendre M. Lamoussa Ilboudo qui nous appelle de Ouaga. Bonsoir. Bonsoir, M. Simongongo. Bonsoir à tout le monde. Ma question, c'est de savoir, une fois, on a fait une communication à la télé comme quoi les pylônes ne représentaient pas un danger pour la population, qu'ils ont remarqué qu'entre-temps, les gens ne veulent plus qu'on puisse installer les pylônes auprès des domiciles. Moi, j'aimerais demander à Mme la ministre, est-ce qu'ils ont fait des études profondes pour pouvoir nous montrer qu'il n'y a pas de danger, ou bien elle s'est basée sur quoi, ou bien, c'est pas, parce qu'on ne peut pas venir dire quelque chose comme ça, alors que ceux qui habitent souvent ces gens de zones, ils constatent que par le moment, ils ont des problèmes parce que les pylônes sont à côté. Donc, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a eu des études sérieuses qui ont été faites pour montrer qu'il n'y a pas de problème à ce niveau? Ma deuxième question, c'est concernant notre fameux Internet. Est-ce qu'elle est sûre qu'on a déjà atteint même le 3G? Parce que moi, à mon avis, vous
c'est vrai que je suis informaticien, je connais beaucoup de choses en informatique. Et moi, j'ai l'impression qu'on n'a même pas encore atteint le 3G, n'en parlons pas d'aller de 4 à 5G. Et même, je peux vous donner un petit témoignage concernant la communication. Je vous dis qu'à Doncé à côté, vous ne pouvez ni avoir, il y a certaines zones là où vous ne pouvez ni avoir tellement ou bien n'importe quel réseau. N'en parlons même pas des Internet. J'ai été à Douli. À Douli, il n'y a pas de 3G. Je ne comprends pas. J'ai été à Siva. Siva, on n'en parle même pas d'Internet là-bas. Donc, je ne comprends pas si, je ne sais pas, le 3G ou bien Internet là, c'est spécifiquement pour Ouagadougou ou bien pour Ouagadougou, Bobo, vous ne savez pas les grandes, ou bien ça concerne tout le Burkina. Merci et bonne soirée. Merci. Monsieur Libodo. Madame la ministre. Alors, sa première question... les pylônes. Est-ce que vous avez fait une étude qui démontre que ce n'est pas nocif? J'aurais voulu lui retourner la question. Est-ce qu'il a des preuves pour dire que les pylônes sont nocifs? En réalité, la réflexion est en cours. Il y a même un atelier technique qui a eu lieu en fin d'année, organisé par l'association burkinabé des communications électroniques, la BCE, en partenariat avec le ministère de la Santé et le ministère en charge de l'Environnement. Tout ça pour pouvoir collecter les vraies informations et pouvoir communiquer aux consommateurs. Les pylônes, en fait, les différentes antennes ne sont pas fabriquées, par exemple, au Burkina Faso. C'est les mêmes antennes qui sont déployées dans tous les pays. Alors, l'installation des pylônes, il n'y a pas que l'antenne. Peut-être souvent, il y a d'autres. On nous a souvent parlé des bruits sonores des groupes électrogènes ou des mâts souvent qui sont mal construits. Et quand il y a du vent, ça tombe sur les maisons d'habitation. Ça, c'est des préoccupations qui sont légitimes. Dans les grands pays où nous envions la qualité des communications électroniques, sur chaque bâtiment, il y a une multitude d'antennes qui sont déployées. Parce que sans ces antennes, on n'a pas aussi une meilleure qualité des communications électroniques. On est dans un dilemme. On veut de meilleure qualité de communications électroniques. Nous refusons qu'on puisse déployer les antennes qui fournissent ces communications électroniques. Donc, il faut falloir trouver le langage juste pour communiquer. Il y a l'installation des antennes, mais il y a d'autres, c'est-à-dire la construction des pylônes. Est-ce que ça respecte vraiment les normes? Et il y a aussi le bruit donc, des groupes électrogènes qui sont déployés pour alimenter donc, ces antennes. C'est en cours, l'atelier a eu lieu et la phase suivante, c'est une conférence publique pour pouvoir communiquer autour donc, de l'installation des pylônes. Est-ce que vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît, sa deuxième question? La deuxième question, a-t-on vraiment atteint la 3G? Parce qu'à Tourissé, à côté, on ne peut même pas émettre un appel. Alors, la 3G, déjà, c'est l'Internet mobile. Donc, s'il accepte qu'il a déjà, ça dit ne serait-ce qu'à Ouagadougou, avec son téléphone, s'il a accès à Internet, c'est déjà la 3G. Maintenant, nous n'avons pas une bonne couverture, c'est vrai. Nous sommes à environ 23%. Et il y a la disponibilité du réseau, mais il y a aussi souvent la qualité des terminaux que nous utilisons. Nous parlons bientôt de la 4G. Une chose est de déployer le réseau 4G, l'autre chose est d'avoir un terminal compatible 4G pour bénéficier donc du réseau 4G. Qu'à cela ne tienne, pour avoir une meilleure couverture et de meilleure qualité des communications, au risque de me répéter, c'est l'infrastructure de base qui n'existe pas. Et là, c'est un passage obligé. Nous sommes obligés de creuser partout pour faire passer la fibre, pour construire ce réseau routier en fibre optique, pour que demain nous puissions avoir de meilleures qualités de communication électronique. À rejoindre là, la place, pendant que Madame la ministre termine. Donc, je dis l'infrastructure de base est essentielle pour avoir de meilleures qualités de communication électronique. C'est-à-dire que, je dirais, pour les différents projets, le projet le plus essentiel, c'est vraiment la construction de l'infrastructure de base. C'est primordial, c'est essentiel pour que nous puissions avoir de meilleures qualités de communication électronique. Docteur Sylvestre Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Nyampoukri.
Et vous êtes là pour échanger avec Madame la ministre. Vous avez 10 minutes. Merci beaucoup. Bonsoir, Madame. Bonsoir. J'ai bien aimé le programme présidentiel en ce qui concerne les nouvelles technologies. Et il y a le programme de mise en place d'une infrastructure publique de gestion de l'infrastructure de communication. Je pense que c'est la base. Si l'infrastructure appartient au privé, il va sans dire qu'ils vont faire ce qu'ils veulent. Où on en est avec ce projet? Vous parlez du projet Backbone, vous parlez d'infrastructure de base des télécommunications. Non, un service, une agence qui va s'occuper de gérer tout ce qui est l'infrastructure de communication au Burkina. D'accord, ok. Alors, l'infrastructure est en train d'être construite et on a une étude en cours pour voir qui va s'occuper donc de l'infrastructure. Bien sûr, l'infrastructure passive, nous souhaitons que ça reste la propriété de l'État. Dans tous les cas, ce réseau, ça va être un réseau mutualisé. Il y a ce que le gouvernement est en train de construire, il y a le réseau privé des opérateurs. Ce que nous avons fait, nous avons commandité rapidement le schéma d'aménagement numérique qu'on n'avait pas dans notre pays. Et chaque opérateur investissait comme ça, l'État aussi. Ce schéma d'aménagement, l'atelier de restitution a eu lieu en fin d'année. Il reste donc à valider lors d'un atelier national qui va donner de la visibilité en tout ce qui concerne le déploiement d'infrastructures dans notre pays. Mais l'infrastructure passive, en tout cas nous souhaitons, l'étude va affiner, mais nous souhaitons, comme vous l'avez dit, que ça reste la propriété de l'État, même s'il va falloir recruter un exploitant pour exploiter la capacité qui est déployée dans le réseau. Okay. Oui. Merci. Nous constatons dans nos administrations que beaucoup de fonctionnaires burkinabés utilisent leurs propres ordinateurs, leurs propres téléphones. Ils mettent leurs propres mégas pour faire le travail de l'administration. Quand est-ce que ça va finir? Pour préparer cette émission, par exemple. Quand est-ce que ça va finir? Alors, ça va finir, je dirais, bientôt. Bientôt parce que le réseau de l'administration, c'est malheureux, mais il faut que je le dise, le réseau est défaillant. Le réseau est défaillant et du coup, on est parfois obligé soit d'utiliser son téléphone ou en tout cas son laptop avec une connexion privée, souvent une connexion mobile, pour avoir accès à l'Internet. Ce réseau a été construit, la maintenance n'a pas suivi. Et il se trouve qu'après, il y a eu plusieurs réseaux parallèles. On a construit un premier réseau, on a mis sur une application métier. Ensuite, on a développé une autre application et ensuite, on a installé encore un réseau parallèle. De réseaux parallèles, après, on ne se retrouve pas dans l'administration. Souvent même, le réseau marche, mais on n'est pas sur la bonne prise. Tout ça, il faut revoir. Et c'est pour ça que nous avons souhaité qu'on puisse revoir le réseau de l'administration. Nous avons, depuis 2017-2018, nous avons programmé, nous avons demandé un budget à l'État, on programme et après, avec les régulations budgétaires, on n'a pas l'enveloppe pour faire l'audit et aussi remettre donc le réseau en état. Ce que nous avons fait, nous ne sommes pas restés les bras croisés, nous avons vu d'autres partenaires pour voir comment ils peuvent nous aider à faire l'audit, mais aussi à implémenter l'audit. Et là, aujourd'hui, nous sommes en pourparlers avec un partenaire qui nous a déjà envoyé une lettre d'intention. Donc, il va nous aider non seulement à faire l'audit, mais à déployer après les conclusions donc, de l'audit pour que le réseau de l'administration soit un réseau performant. On a dit pour la dématérialisation, les documents sont numériques et après, on les imprime, on les transforme en version papier et puis ensuite on dit qu'il faut dématérialiser parce que tout simplement le réseau de l'administration ne fonctionne pas. Quand on fait les réunions dans les services, on n'aurait pas besoin d'imprimer. Si le réseau fonctionnait, on pouvait rester et faire la réunion vraiment numérique sous forme digitale. Donc il est essentiel que ce réseau fonctionne. La bonne nouvelle, c'est avec ce partenaire et on trouvera le mécanisme donc de remboursement. C'est déjà en cours, c'est un document qui va atterrir très bientôt à la table du Conseil des ministres et une fois adopté, on va avoir un réseau de l'administration qui est performant et donc on va éviter que les fonctionnaires viennent dans au bureau avec leur laptop et une connexion mobile pour travailler. Ce n'est pas sécure pour l'administration. Ça veut dire qu'il a les documents peut-être confidentiels sur son laptop qu'il transporte partout et ça c'est très dangereux pour l'administration. On en est conscient et il faut qu'on puisse remettre le réseau de l'administration à niveau pour éviter
et pour interdire vraiment ces cas d'utilisation donc privée d'outils informatiques dans l'administration. Et autre chose aussi, c'est que dans l'administration, nous avons partagé le réseau Internet dans le réseau de l'administration, ce qui n'est pas sécure pour l'administration. Et quand on va reprendre, on va déconnecter le réseau Internet du réseau de l'administration pour que ça reste un réseau fermé uniquement dans l'administration, pour que ça soit vraiment sécure et que les documents confidentiels restent dans l'administration. C'est en cours et nous espérons en tout cas que d'ici la fin de l'année, pouvoir vous donner de très bonnes nouvelles en ce qui concerne la réhabilitation du réseau de l'administration. Donc chaque fonctionnaire aura un ordinateur? Peut-être pas. On n'a pas forcément besoin chacun d'avoir un ordinateur, mais on a besoin d'avoir un réseau fonctionnel et d'avoir comment on dit, un ordinateur connecté à Internet. Voilà. Je n'ai peut-être pas besoin de passer mes 8 heures devant un ordinateur. Je suis parfois en train de faire autre chose. Mais en tout cas, chaque fonctionnaire qui a besoin d'un ordinateur devrait avoir accès à l'ordinateur pour faire son travail. Merci. J'étais à Djibo il n'y a pas longtemps dans le cadre d'une étude. Et j'ai parcouru aussi d'autres villes du Burkina. À Djibo, il y a un seul cybercafé, un cybercafé public. Il y a un seul ordinateur connecté pour toute la ville. Et quand on a rencontré les étudiants, les élèves, les fonctionnaires, ce n'était pas facile. Surtout pour imprimer un document pour scanner, ce n'est pas du tout facile, quoi. Et dans beaucoup de villes du Burkina, c'est toujours pareil. Et il reste quelques temps pour la fin du programme présidentiel. Et quand on regarde le programme présidentiel, c'est tellement vaste et tout est dedans. Et je me demande quand est-ce on va réhabiliter surtout les centres d'accès communautaire à l'Internet qui ont disparu dans nos provinces, qui ont carrément disparu, alors qu'il y a toujours un besoin. Surtout pour imprimer un document, pour aller souvent sur Internet, si tu ne veux pas utiliser ton téléphone pour accéder d'une façon confortable. Je ne sais pas ce qui va être fait d'ici quelques mois. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Demain, c'est mercredi. En principe, à l'ordre du jour du Conseil, il est inscrit un document sur l'accès communautaire à l'outil informatique. En fait, il s'agit de déployer des containers dans les 45 provinces, dans l'administration, dans les ministères, dans les hauts commissariats et dans les écoles et dans les universités pour faciliter l'accès aux outils, à l'outil informatique. Et ce projet, si le Conseil l'adopte, ça va être réalisé sur le Fonds du service universel pour faciliter l'accès. Nous avons parlé d'un certain nombre de projets, l'identifiant unique et tout. On a besoin d'avoir accès à l'outil informatique connecté à Internet partout, en tout cas au moins dans les 45 provinces. Et ce projet devrait justement corriger les insuffisances dont vous venez de relever. Donc, vous voyez, ça peut aller très vite. Des conteneurs, je ne comprends pas. C'est quoi? Des conteneurs, en fait, des conteneurs mobiles. C'est-à-dire qu'on peut utiliser dans un premier temps pour faire de la formation, on peut utiliser pour avoir accès au bulletin de paye, par exemple, parce que ce n'est pas évident que chacun puisse avoir un ordinateur ou un téléphone qui est connecté à Internet. Donc, c'est des points d'accès, communautaires. Et après, on peut reformer. On peut reformer si on a l'infrastructure, on peut faire de la télémédecine, par exemple, dessus. Donc, on a vu, au lieu de construire des bâtiments qui vont être physiques, immobiles, on a prévu des conteneurs équipés en énergie solaire, avec une connexion Internet, avec une douzaine d'ordinateurs. Et c'est multi-usage en réalité. Donc, on a dit sous format conteneur, ça sera encore plus bénéfique. On peut faire des formations, on peut utiliser pour d'autres choses. Merci beaucoup. Ce que nous ne comprenons pas au niveau de la société civile, c'est qu'on veut promouvoir les logiciels libres. En même temps, l'État signe des contrats avec des compagnies telles que Oracle à des milliards de francs CFA. On ne comprend pas. Alors que nos jeunes peuvent développer des logiciels, peuvent tout faire. Vous savez que je suis une adepte des logiciels libres. Bien sûr. Bien naturellement, quand je suis arrivée, on a commandité une étude pour orienter le gouvernement dans la migration vers les logiciels libres. L'atelier de restitution a eu lieu en fin décembre.
Et il y a des recommandations qui ont été formulées parce qu'il faut aussi partir de l'existant et il faut que l'étude aboutisse à une feuille de route. C'est vrai que je suis une adepte des logiciels libres, mais dire qu'on peut aller tout de suite du jour au lendemain vers les logiciels libres, ce n'est pas évident. Vous avez parlé de Oracle et tout, nous avons plein d'applications, nos applications métiers sont sous Oracle. Mais quand cela ne tient, les nouvelles applications que nous développons, avant d'être ministre, j'étais secrétaire technique du guichet virtuel, les applications que nous avons développées, c'était sous open source. Déjà, c'est-à-dire les nouvelles sont développées sous open source et les applications qui sont déjà développées, on va avoir un plan de migration. Ce n'est pas du jour au lendemain parce qu'il faut s'assurer de la continuité, le fonctionnement des applications et c'est en cours. Donc, les amendements vont être intégrés. Donc, nous, on aura une stratégie de migration des logiciels propriétaires vers l'open source. Ça va diminuer parce qu'aujourd'hui, on a même du mal à honorer nos engagements en termes de paiement des droits de licence. Oracle, Microsoft, ça nous coûte énormément, mais il faut accompagner parce que c'est quand même l'État. On ne peut pas s'amuser avec la non-disponibilité des services. Donc, on se fait accompagner. Oui, allez-y, terminez. Voilà, on se fait accompagner par une stratégie et ça va se faire. Merci au docteur Sylvestre Ouedraogo. Merci de rejoindre votre place. Monsieur Bourema Nyambré de Ouargla, il nous appelle au téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Gongo. Et moi, j'ai deux petites questions à madame. D'accord. La première question est, je ne sais pas pourquoi, en temps, les responsables de téléphonie mobile, nous continuent toujours à nous mettre dans les difficultés et on n'arrive pas à appeler quand on s'abonne aussi et on nous perd nos unités. Et on a pris une sanction contre ces gens, ils devaient payer des amendes. Je ne sais pas à l'heure actuelle s'ils ont payé ou s'ils n'ont pas payé et le travail continue. Ça veut dire quoi? Il y a toujours des coupures. Quelle autre sanction, Madame le ministre essaiera de porter vraiment contre ces genres de personnes? La deuxième question, je constate que partout au Burkina, on est en train de poser les fibres optiques pour les téléphonies ou pour l'Internet. Alors qu'on se rend compte qu'à Ouara, il y a des gens qui volent les fibres optiques. Je ne sais pas quelle méthode Madame le ministre va essayer de poser, de mener pour que dans les bouches là que les gens ne volent pas. Alors que vous voyez, si on vole et qu'on doit supprimer le papier et qu'on devait travailler seulement avec l'Internet, il arrivera à un moment donné où les gens, l'administration même sera bloquée. Si on coupe une fibre optique, et je suis à Ouargla, mais ces gens ne pourront pas vraiment envoyer les données par mail là au niveau des services à Ouargla. En ce moment, maintenant, le pays sera à l'état. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour qu'en cas de cas, qu'on ne trouve pas dans le problème? Voilà mes deux questions. Monsieur Bourema Nyambré, Madame la ministre, d'abord, est-ce que les amendes qui avaient été donc imposées aux sociétés de téléphonie ont été payées? Alors, nous sommes dans un état de droit et il faut aussi que les mécanismes de sanction à l'endroit des opérateurs puissent respecter la procédure et puissent respecter le droit. Je dirais, malheureusement, il y a eu des cas où, quand on a pris les sanctions, ça n'avait pas respecté. Il y avait eu des failles dans le mécanisme de sanctions. Et donc, du coup, ils ont payé ou, en tout cas, l'État doit rembourser. C'est pour ça, je l'ai dit, nous avons pris une loi pour renforcer, pour améliorer le mécanisme de sanctions. C'est déjà passé en Conseil des ministres et il reste que le Parlement doit adopter. Alors, pour dissuader les opérateurs, nous avons élevé le niveau de sanctions pécuniaires. Avant, le maximum, c'était 3% du chiffre d'affaires. Nous avons augmenté à 5% du chiffre d'affaires pour déjà les dissuader. L'objectif n'est pas de les sanctionner. L'objectif est d'offrir de meilleures qualités des communications électroniques aux consommateurs. C'est ce que nous recherchons. Donc, le mécanisme de sanction a vraiment été revu et nous sommes dans un état de droit. Nous ne pouvons pas fonctionner hors la loi. Donc, quand nous constatons, il faut que ça puisse respecter la réglementation et les textes que l'État lui-même a pris.
D'accord. Cette deuxième question, c'est une bonne chose d'avoir la fibre optique, mais il y a ces vols qui peuvent aussi être un handicap à un moment donné. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut avoir suffisamment, il faut pouvoir mailler suffisamment le territoire pour qu'en cas de coupure, le réseau continue de fonctionner en attendant qu'on fasse la maintenance et qu'on raccorde. En réalité, les gens coupent la fibre optique aujourd'hui en pensant que c'est toujours le cuivre qui coupait et qui y pouvait retirer. Malheureusement, aujourd'hui, la fibre n'est pas... Ils ne peuvent pas... Quand ils coupent, ils se rendent compte que c'est la fibre, ils laissent. Mais au lieu d'abandonner, souvent, ils continuent. Souvent, c'est des actes de sabotage, mais ils se déplacent, ils vont à un autre endroit, ils essaient de couper et ils se rendent compte qu'en réalité, ils ne peuvent pas exploiter. Ce que nous demandons, c'est la collaboration des populations riveraines qui nous aident. C'est vrai que nous avons élaboré une stratégie pour sécuriser le réseau national, mais il est important que les populations riveraines nous accompagnent et qui signalent quand ils constatent donc ces actes de vandalisme pour que rapidement on puisse rattraper et que le réseau continue de fonctionner et d'être disponible. Alors, il y a M. Mathieu Dipanga de Ouagadougou qui nous appelle. Bonsoir. En attendant, Madame la ministre, il y a cette question justement de la privatisation de l'Onatel qui a fait gorge chaude à un moment donné. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? La privatisation de l'Onatel ou de la cession? La cession. C'est ça, des parts, 10% des parts de l'État. Alors, l'Onatel, aujourd'hui, c'est une entreprise privée. C'est vrai que l'État détenait toujours des parts et l'État a bien voulu céder une partie, je dirais, pour plusieurs raisons. Pas parce que l'Onatel n'est pas une entreprise rentable, mais l'État avait besoin de moyens pour déployer d'autres choses. Donc, c'est ce qui s'est passé, mais ça n'empêche pas l'engagement de l'État. L'État est toujours engagé auprès de l'Onatel dans le secteur et voilà ce qui s'est passé. L'État a juste cédé 10%, mais l'État reste toujours actionnaire et nous sommes présents dans le conseil d'administration de l'Onatel. D'ailleurs, la présidence est assurée par l'État burkinabé, donc l'État reste toujours présent. Et l'Onatel, c'est une entreprise stratégique, c'est nos compatriotes qui travaillent là-bas. Nous sommes toujours regardants. C'est un secteur qui est régulé et soumis à la concurrence. En principe, tout devrait continuer de se passer normalement. Et depuis la session, vous avez vu que tout se passe normalement. Alors, M. Mathieu Dipanga est en ligne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la RTV. Voilà. Et en fait, mon intervention porte sur un peu la connexion de nos différents réseaux téléphoniques au Burkina. Nous avons remarqué que dans la sous-région, notamment au Mali, en Côte d'Ivoire, au Bénin, pour ne citer que ces trois, la connexion est nettement moins chère par rapport à ce qui se passe dans notre pays. J'aimerais un peu que Madame la ministre essaie de nous donner un peu d'explications dans ce sens-là. Ma deuxième question, c'est par rapport à Move, qui avait demandé à s'installer au Burkina Faso, qui en temps a vu sa demande rejetée. Est-ce que Madame la ministre peut nous donner des explications? Parce que bon, dans la sous-région, je pense que c'est cette concurrence-là qui fait que la connexion est nettement moins chère. Voilà, c'était mes deux préoccupations. Merci beaucoup. D'abord, sur le coût. Sur le coût, alors, il a parlé du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Bénin, du Mali. J'ai les coûts en fin 2016. Les communications intra-réseau, c'est-à-dire à l'intérieur du réseau. Au Burkina Faso, ça fait 88 francs. En inter-réseau, ça fait 90 francs la minute. Au Mali, ça fait 108 francs. Au Mali, un pays enclavé comme le Burkina Faso, ça fait 108 francs.
Au Niger, un pays enclavé comme le Burkina, ça fait 95,25 en intra-réseau et 98,25 en inter-réseau. Donc par rapport au pays enclavé, le Burkina Faso est le moins cher. Mali, Niger, le Burkina Faso est le moins cher. Je peux même comparer un pays comme la Mauritanie, qui est un pays côtier où la communication intra-réseau fait 128 francs et la communication inter-réseau fait 134 francs. Comparé à la Côte d'Ivoire, qui est un pays côtier, pendant que la communication à 88 francs dans notre pays, c'est à 78 francs en Côte d'Ivoire. En inter-réseau, pendant que c'est à 90 francs, c'est à 85 francs en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, nous ne sommes pas chers. C'est vrai que ça, c'est un argument utilisé dans chaque pays pour mettre la pression sur les opérateurs pour demander de diminuer les coûts. Mais nous ne sommes pas chers. En tout cas, par rapport aux pays enclavés comme le Burkina Faso, nous ne sommes pas chers. Et par rapport à un pays côtier, c'est plus ou moins normal parce qu'ils ont accès aux câbles sous-marins. Et nous, on est enclavés. Donc, il y a un coût supplémentaire à payer. Donc, nous ne sommes pas chers par rapport aux autres pays. En tout cas, dans les mêmes conditions, vous voyez que nous ne sommes pas chers. Il a surtout parlé d'Internet. Alors, pour l'Internet, pour les capacités, c'est-à-dire jusqu'à 1 giga, nous ne sommes pas chers, malgré que nous sommes un pays enclavé. Maintenant, au-delà d'1 giga, nous devenons un peu plus chers. Quand on a besoin de plus de capacité, nous devenons un peu plus chers. Et c'est pour ça que le gouvernement a investi dans le point d'atterrissement virtuel pour permettre aux opérateurs de prendre la capacité moins chère. Et ça a permis de chuter les prix. À quelle proportion? À presque 4%. Et je dis qu'à 4 fois moins cher. À 4 fois moins cher. Aujourd'hui, au niveau donc du PAV, les opérateurs pourront témoigner, vous pourrez vérifier, ils prennent la capacité localement 4 fois moins cher qu'ils prenaient avant la construction et l'opérationnalisation donc du PAV. Le STM1, si vous voulez à peu près 155 mégas, ils ont à Ouagadougou au niveau du PAV à 3 950 000. 3 950 000. Avant, ils payaient, si vous voulez, un peu 4 fois plus cher. Voilà. Donc, aujourd'hui, vraiment, avec l'opérationnalisation du PAV, les coûts commencent à réellement chuter. Maintenant, un peu plus de patience et les consommateurs vont sentir une amélioration. Dans l'administration publique, les gens n'en parlent même pas. Il y a déjà une amélioration au niveau de l'administration publique, au niveau du Résina, parce qu'on a injecté 1 giga dans l'administration. Il nous manque des outils de supervision pour bloquer un certain nombre de services, pour réguler un certain nombre de services, mais il y a déjà une amélioration. Moi, aujourd'hui, dans mon bureau, je n'utilise que le Résina et j'ai un bon débit. Ouais. Ça, c'est un bon débit, je peux suivre le... Non, j'ai dit j'utilise le réseau de l'administration. Oui, mais c'est quand même dans votre bureau. C'est peut-être pas vrai pour le bureau non, de c'est le même débit qui est partagé à tous les fonctionnaires. Une dernière question sur la plateforme, je pense. Alors, au CN du centre, qu'attend le gouvernement pour valoriser le métier TIC et limiter la déperdition des compétences TIC dans l'administration? Et puis, dans un pays où il manque de ressources pour financer le développement du numérique, comment expliquer que les fonds de télécommunications soient utilisés pour financer du sport? Alors, qu'attend le gouvernement pour développer, il a dit l'expertise, le métier? Non, le gouvernement valorise, je l'ai dit, il y a un projet stratégique d'identifiant unique. J'ai dit ça va être implémenté, conçu, développé par des informaticiens. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'une masse critique d'informaticiens, d'ingénieurs télécoms, d'ingénieurs informaticiens. Il y a des Burkinabés qui créent, des startups qui pleuvent partout, qui remportent des prix à l'étranger, mais jusque-là, on ne voit pas peut-être ce soutien-là de la part du gouvernement. C'est de cela qu'il parle. Il y a le fonds Burkina Startup qui a été créé à hauteur de 10 milliards pour soutenir les startups, y compris les startups numériques. Il y a la semaine du numérique, la semaine nationale de l'Internet, où les startups sont valorisées. Cette année, on a créé un espace démo, on leur a donné des stands. Il y a les concours de détection
des meilleurs talents dans le domaine des TIC, beaucoup d'innovation, et nous sommes en train de travailler à construire cette masse critique d'ingénieurs dont nous avons besoin pour soutenir l'ambition de l'État qui est d'aller vers le tout numérique. On en a besoin, les startups sont valorisées. Nous sommes qu'au début et je vous ai dit, il y a le recrutement des incubateurs pour accompagner tout ça. Et nous avons aussi au niveau du ministère une plateforme de données. C'est accessible à l'adresse data.gouv.br pour tout ça, donner des instruments, des outils aux startups pour développer des applications, des plateformes et tout. Donc le gouvernement fait pas mal de choses, mais nous sommes qu'au début, commencé en 2015 et voilà le niveau que nous avons atteint aujourd'hui. Alors, pourquoi utilise-t-on, alors qu'on a besoin de développer la téléphonie, on utilise ces fonds-là pour développer le sport? Alors, je dirais, c'est une colle parce que je pense comme lui aussi que pour un secteur aussi stratégique que les ressources, c'est un secteur qui génère de l'argent. Fort heureusement que les ressources doivent être utilisées pour développer en priorité ce secteur. Mais il y a le principe de l'unicité du panier commun. Nous sommes un État. Il n'y a pas que les TIC, il y a la santé, il y a le sport, il y a l'éducation. En fait, il y a un fonds dans les télécommunications, qui permettent de financer à la fois la culture, l'audiovisuel et puis le sport, je pense. C'est ça. Oui, c'est de ça qu'il parle. C'est de ça, j'ai tout à fait compris. Mais vous savez, ce fonds a une histoire. Ce fonds a été initié à l'initiative du ministère des Sports. Et à l'époque, c'était vraiment pour financer le sport, c'était à hauteur de 60%. Et je pense 20% pour la culture, 10% et seulement 10% affectés au développement et à la promotion des TIC. C'est réel. Mais ça a une histoire, ça avait été initié en son temps par le département des sports. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas une initiative de créer cette taxe spécifique pour collecter des fonds auprès des opérateurs de téléphonie. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une très très bonne dynamique pour changer, pour affecter en tout cas un maximum de ressources au développement des TIC parce que la vision a changé. En réalité, c'est ça l'histoire de ce fonds, mais la vision a changé. Peut-être pas tout au développement des TIC, mais en tout cas une bonne partie sera affectée au développement des TIC. Ok. Madame la ministre, ça fait près de 90 minutes que nous parlons. C'est l'heure de l'évaluateur. Je vous avais dit que le temps passe vite. Adama Coulibaly est dans ses studios. Il va s'avancer. C'est lui qui est chargé donc de vous évaluer. Bonsoir Adama Coulibaly. Bonsoir Simon. Bonsoir Madame le ministre. Bonsoir. Le pôle de vérification vous a suivi de bout en bout. Donc, vous avez apporté des réponses autant que ce peut aux différentes questions évoquées ce soir. Seulement, on a eu l'impression que vous avez eu un peu de mal à entrer dans le sujet, et ce qui a un peu entaché vos réponses pour l'expert du domaine que vous êtes. Et à vous écouter, les chantiers sont nombreux au sein de votre département ministériel, mais malheureusement, beaucoup sont toujours en cours. Donc, je prends par exemple l'interconnexion de l'administration, la fibre optique, l'archivage des données administratives, et j'en passe. Et donc, la question, à 1 an de l'échéance du programme du président, l'on craint que... donc, ok. 2 ans, l'on craint fort que les promesses ne soient tenues. Parce que l'élection, c'est en novembre. D'accord. Non, c'est pour justifier ce que vous dites. Exactement, c'est ça, vous avez raison. Bien, donc à 2 ans, mais l'on craint que l'échéance, donc à 2 ans de l'échéance, le programme du président, les promesses justement du président ne soient tenues. Et pour votre prestation de ce soir, le pôle de vérification vous attribue la note de 6 sur 10. Donc le public qui est ici sur le plateau, la moyenne de la note du public est de 6 sur 10. Donc ce qui vous fait une note globale de 6 sur 10. Merci. Réaction, Madame la ministre. Je précise, avant que vous ne réagissiez, que c'est la capacité à convaincre. Est-ce que le public qui est là est convaincu? Et c'est ce qui se traduit par une note. Sur ce plateau, la plus forte, c'est 7. La deuxième plus forte, c'est 6. Donc, vous êtes dans la moyenne. Votre réaction? Alors, la réaction, c'est vraiment au-delà de la note. Si les téléspectateurs ont mieux compris
le projet, c'est ma première satisfaction. C'est vrai, c'est un département technique, nos projets sont techniques. Ce n'est pas évident que les téléspectateurs puissent nous suivre, mais si l'émission a permis donc, de mieux comprendre, de connaître un peu plus nos projets, ça c'est la première satisfaction et nous demandons l'accompagnement donc, des populations. Nous comprenons leur frustration parce qu'aujourd'hui, les communications électroniques, la qualité n'est pas au rendez-vous, mais c'est parce que le pays est en chantier. Le pays est en chantier, nous demandons leur collaboration pour que ces projets, ces énormes projets, ces nombreux projets qui sont en cours de réalisation puissent connaître un niveau de réalisation acceptable. Il nous reste encore 2 ans, on a le temps et nous pensons que comme le secteur est spécifique, c'est le numérique, ça peut aller très vite. Il y a eu un retard, mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans la bonne dynamique avec une bonne vision et je pense que 2 ans, c'est encore beaucoup et on peut faire beaucoup en 2 ans. Et je pense qu'en fait, en principe, le pari devrait être tenu. Merci à vous, Madame la Ministre. Merci au public qui est venu nous assister. Merci à l'équipe technique. Le journal, c'est tout à l'heure avec Draman Dadian.